Vous avez peut-être mangé une salade de tomates et vous avez sûrement remarqué qu'elles se ressemblent toutes, qu'elles se conservent pendant des semaines et qu'elles manquent un peu de saveur. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous faire un petit retour, une petite réaction sur la dernière émission d'Élise Lucette, Cash Investigation, qui s'appelle Multinationale Hold Up sur nos fruits et légumes. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour mon look et mes cernes. J'ai un nourrisson en bas âge qui ne dort pas la nuit et j'ai une petite fille de 2 ans qui ne dort pas le jour. Donc c'est assez difficile à gérer en plus de la ferme. Voilà, mais c'est comme ça fait partie de la vie, c'est magnifique. Donc par rapport à ce reportage, tout d'abord, nous on a trouvé ça ultra intéressant de pouvoir sensibiliser enfin les gens sur le thème des fruits et légumes. C'est quelque chose qui est terriblement méconnu. Quand on reçoit des personnes en visite guidée, il y a encore beaucoup de clichés qui ressortent. Donc je trouve ça super d'avoir mis à la lumière plein de choses qui sont tout à fait réelles. Et comme il y avait 2-3 petits points sur lesquels je trouvais qu'on pouvait rajouter des détails, justement pour encore plus vous sensibiliser, ou des détails sur lesquels je trouve que je ne suis pas extrêmement d'accord en tant qu'hydroponiste professionnel et donc personne qui fait du hors-sol, j'avais envie de compléter ce reportage sur cette vidéo YouTube. On est parti! En comparant ces chiffres, nous découvrons un phénomène d'une ampleur méconnue. Les fruits et légumes se sont vidés d'une partie de leurs vitamines et minéraux. Alors, sur ce reportage, il compare des chiffres qui sont assez anciens avec des chiffres actuels sur la teneur en minéraux. Et là, je voulais juste faire un petit point de sensibilisation. C'est très difficile de comparer des nutriments dans des plantes. C'est très difficile d'avoir quelque chose qui soit vraiment comparable. Il faut avoir un protocole qui soit exactement similaire et les différences peuvent être énormes. Ça va dépendre de plusieurs facteurs différents. Ça peut être la variété de plantes, par exemple. Et pour vous montrer ça, je vous ai apporté aujourd'hui mon premier témoin à la barre. Ce petit dossier de recherche qui montre par exemple différentes variétés. Donc là, ce n'est pas des tomates, c'est de la laitue, parce que moi, je m'y connais beaucoup en salade. Il y a ce petit graphique de comparaison de contenu en vitamine C sur différentes variétés de laitue. Et en fait, on se rend compte vraiment que d'une variété à l'autre, ça peut doubler, voire tripler la teneur en vitamine C. Donc en fait, comparer, là sur le reportage, il compare des haricots. Comparer entre eux des haricots, on n'a aucune précision sur la variété du haricot. Et vraiment, je pense que d'un haricot à un autre, les valeurs peuvent changer absolument du tout au tout, juste parce que ce n'est pas la même variété. Ensuite, ce qui peut fausser le résultat de ces analyses, ça va être évidemment le mode de production dans lequel ont été produits ces fameux haricots, le climat dans lequel ils ont été produits, est-ce qu'ils ont été récoltés mûrs ou un petit peu avant maturité. Et un autre point auquel on ne pense jamais, mais pareil, d'expérience parce que je l'ai étudié, ça peut vraiment influencer notre résultat. À partir de quel moment on a fait l'analyse après la récolte, c'est-à-dire combien de temps s'est écoulé entre la récolte et le moment de l'analyse. Et j'appelle mon deuxième témoin à la barre. J'avais fait de la recherche il y a quelques années sur les salades qui sont produites en hydroponie et en terre, peu importe. Ce qui était intéressant, c'était la shelf life. La shelf life, c'est la durée de vie d'une plante après avoir été récoltée sur la gondole du supermarché. Et en fait, on s'était rendu compte par des analyses, donc ça c'est vraiment de la recherche pure et dure, c'est pas moi qui l'invente, qu'au fur et à mesure des jours, la teneur en acide ascorbique, donc la vitamine C, va diminuer. Et donc sur notre fameuse salade qu'on était en train d'étudier, et donc l'idéal c'était de consommer la salade 3 jours après l'avoir récoltée. Parce que 3 jours après l'avoir récoltée, elle aura 80% de sa teneur en vitamine C initiale. Par contre, imaginez-vous bien que 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours après sa récolte, malgré une conservation à 4 degrés, 10 jours après la récolte, la salade n'aura plus que 40% de sa teneur en vitamine C. Donc vous comprenez bien qu'en fait, ça chute drastiquement parce que c'est quelque chose qui est volatile. Donc avec le temps, ça s'évapore. Donc ce que vous avez à apprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut consommer ces plantes juste après la récolte. Ça, c'est très important et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Mais ce que je vais démontrer là tout de suite avec cette donnée, c'est que c'est difficile de comparer des teneurs en vitamine C sur des haricots si on ne sait pas au bout de combien de temps le haricot a été envoyé au laboratoire. Parce que s'il a été envoyé 3 jours après la récolte ou dans les 2 heures qui suivent la récolte, l'analyse va être complètement différente. J'ai parlé de salade parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai étudié, mais la même chose s'applique bien évidemment aux haricots verts. Donc cette étude est très intéressante, mais j'avais juste envie de vous dire de faire attention quand on compare justement des données comme ça. Il faut vraiment que le protocole soit similaire, sinon ça n'a aucune valeur. On continue notre reportage. Partout, c'est la déconfiture. En 60 ans, les 70 fruits et légumes ont perdu en moyenne 16% de leur calcium. C'est quand même un peu dramatique cette émission. C'est un petit peu poussé pour faire du bruit. Bon, ça marche, ça fait du bruit, mais les méthodes quand même, je n'adhère pas à 100%. Je suis venu vous parler d'un sujet important que la majorité des gens ignorent. Il s'agit de la chute des nutriments dans les aliments. Avec son look de gentleman farmer, Mr. Davis est un biochimiste réputé.
Mais pas du tout. Mais n'importe quoi. Il n'a pas du tout un look de gentleman farmer. C'est évidemment un Peaky Blinder, le gars. Rien à voir. Rien à voir. Là, c'est un Peaky Blinder. À l'origine, c'est plutôt la terre des choux, des patates et des artichauts. Dans les années 90, grâce à ces serres chauffées, la Bretagne a pu se lancer dans un nouveau mode de culture, la production de tomates hors sol. Oui, alors la production de tomates comme ça dans des énormes serres, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais malheureusement c'est la réalité de tous les jours. Enfin malheureusement, c'est comme ça. Toutes les tomates que vous achèterez en supermarché, toutes les tomates qu'on va voir dans ce reportage, elles sont toutes produites dans des énormes fermes. Et il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués par ce reportage parce qu'ils ne savaient pas que c'était comme ça que c'était produit. Mais c'est comme ça pour nos tomates, pour nos poivrons, pour nos concombres, pour nos aubergines. Enfin, pour moi, c'est pas une surprise. J'en ai déjà visité des grosses fermes comme ça et je sais à quel point c'est dur et c'est choquant et ça fait mal. Après, c'est pas la seule solution qui existe et c'est pas non plus le seul reflet du hors-sol. Nous, ici, on est sur une micro-ferme. Derrière moi, vous voyez une micro-ferme qui fait 650 mètres carrés. Ça existe aussi à petite échelle, mais évidemment, c'est beaucoup moins productif. Plus de 90% des tomates françaises sont cultivées comme ça, dans des serres chauffées à 21 degrés, une grande partie de l'année. Alors, moi, ce qui me pose le plus problème avec ces grandes serres, c'est pas la taille des serres, parce que bon, après tout, je peux comprendre que pour une histoire d'économie d'échelle, il faille des grands volumes. Ce qui m'embête plus que tout avec ces énormes serres, c'est que c'est des serres qui sont, comme il l'a dit, chauffées toute l'année, mais non seulement elles sont chauffées, mais aussi il y a des lumières. Le principe de ces serres, c'est qu'on fait les semis vers décembre à peu près, décembre peut-être janvier, on met des lumières, on chauffe pour faire croire aux plantes que ça y est, c'est le printemps. C'est extrêmement énergivore et ensuite, grâce à ça, on va réussir à récolter plus tôt dans l'année, donc à partir du mois de mars. D'ailleurs, il va en parler un peu plus tard dans la vidéo, il me semble. Et en fait, si on regarde le bilan énergétique de ce genre de serre, au-delà du fait que les tomates sont dégueu, on va le voir évidemment, c'est ultra énergivore, c'est super triste. J'ai sous les yeux les données officielles du CTIFL, qui est donc le centre de recherche sur les fruits et les légumes. Et d'ailleurs, c'est un de leurs intervenants qui vient dans la serre. Il est hyper intéressant, je trouve ça super ce qu'il dit. Donc là, l'exemple qu'ils nous ont donné dans la formation qu'on avait suivie chez eux, c'était un exemple sur les fraises en hors-sol. Et en moyenne, ils nous disaient qu'ils consommaient en énergie 50 kW par mètre carré. 50 kW par mètre carré. Ça vous dit rien, cette donnée. Mais pour pouvoir comparer, nous, dans cette serre, donc on n'a pas de lumière, on n'a pas de chauffage. Notre seule source de dépenses énergétiques, c'est donc les systèmes hydroponiques qui sont derrière nous et qui fonctionnent grâce à des pompes. Nous, on est à 0,0003 kW au mètre carré. On produit beaucoup moins, on produit beaucoup mieux, mais surtout, on produit avec une dépense énergétique qui n'a rien à voir avec la leur. Donc bon, certes, il y en a pas mal qui ont des panneaux solaires sur le toit, mais malgré ça, je trouve que c'est une hérésie de produire des tomates. Quand on pense à la charge énergétique d'une tomate, ce serait intéressant de voir combien d'énergie il faut pour produire une tomate qui elle-même contient combien d'énergie. Elle grandit bien. Mais parce que là, ils font combien là 4 mètres, 5 mètres, non? Ah non, mais vous pouvez... attendez, parce que la liane... attendez, je vais y aller, comme ça, moi je suis sûr que vous ne tomberez pas. Ouais. Si je prends ce pied-là qui est ici, regardez, il va venir continuer et va venir à peu près jusqu'ici aujourd'hui. Ah oui, et ça va d'accord, continuer. ok. Ça Donc va c'est continuer. du 10 mètres, quoi, à l'aise. Ah ben ça peut aller plus loin encore. Ouais, c'est à l'aise encore plus loin. du 10 mètres. Mais est-ce que ça veut dire que ce système-là, il permet de produire plus vite et quasiment toute l'année? Alors, de fait, il produit plus vite, puisqu'il produit des quantités plus grandes et plus rapidement. Hein, et il y a une production, effectivement, qui permet d'offrir aux consommateurs, en France, des produits français de fin mars à mi-novembre. Il permet d'offrir aux consommateurs des produits français de fin mars à mi-novembre. Bon. Comme je vous l'ai dit, il sème beaucoup plus tôt et grâce à toute cette énergie dépensée, il permet d'offrir au consommateur qui est ravi d'avoir des tomates françaises à partir de fin mars. Si le consommateur savait à quel point le bilan énergétique était désastreux, est-ce qu'il voudrait manger des tomates fin mars? Le pire, c'est qu'il y a cette espèce de confusion, même mes sœurs, donc des gens de ma famille qui sont proches, qui connaissent l'agriculture. Elles m'écrivent toutes contentes en me disant « Ça y est, c'est la saison des tomates !» Parce qu'on a un groupe WhatsApp où on s'envoie quand c'est la saison des légumes pour être sûr de ne pas en manger en hors-saison. Elles me disent « Ça y est, c'est la saison des tomates, j'en ai trouvé Made in France !» C'est pas parce que c'est Made in France que c'est la saison. Et franchement, donc il vaut mieux attendre que ce soit la vraie saison. Et la vraie saison des tomates, c'est quoi? Eh bien, c'est fin juin, les amis. Il faut attendre un petit peu la tomate. Il faut la mériter, il faut la laisser patienter. Une fois qu'on a une vraie tomate, là, on est tellement content d'avoir attendu parce que ça n'a rien à voir. Donc ici, dans la serre, on est aujourd'hui je ne sais pas quelle journée. On est le 20 juin et nos tomates, elles sont encore vertes.
quand il n'y a pas de chauffage, quand il n'y a pas de lumière, le 20 juin, les tomates, elles sont tout juste en train de tourner à l'orange. Elles ne sont pas encore mûres. Donc si vous voulez manger écologique, si vous voulez manger français, si vous voulez manger local, ce qui est l'idéal, eh ben, il faut attendre au moins fin juin pour commencer à avoir des vraies tomates Made in France. Et là, le problème, ce qu'il dit, c'est que ça permet d'offrir au consommateur. Le consommateur est demandeur de tomates toute l'année. Et donc, il est demandeur de plus en plus de tomates françaises en pensant faire une bonne chose. Et donc, c'est pour ça qu'il propose des tomates à partir de fin mars. Donc, c'est terrible parce que le problème, il vient de nous. Je pense que ça rassure, c'est pas je pense d'ailleurs, le consommateur est rassuré aujourd'hui par des éléments standardisés. Les normes sont là pour le rassurer. Alors, le consommateur est rassuré par des normes standardisées. Je ne sais pas si peut-être la majorité, mais pas tous les consommateurs. Et heureusement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par les légumes moches, par les légumes qui sont un petit peu difformes, biscornus, qui leur donnent une sorte d'identité propre, un légume qui a un peu de caractère, qui va avoir une petite bosse. C'est quand même beau, c'est quand même magnifique. Je comprends complètement que le supermarché ait besoin de légumes standardisés pour faciliter le transport, le stockage, la durée de vie sur l'étagère. Mais est-ce que vraiment le consommateur il est rassuré par le fait que toutes les tomates aient la même forme ? Peut-être certains oui, mais je pense que la tendance est en train de s'inverser. J'espère, quelque part. Donc il faut faire attention à pas non plus... De la même façon qu'il faut faire attention à ne pas mettre toutes les agricultures hors sol dans un même panier, il faut aussi mettre attention à ne pas mettre tous les consommateurs dans un même panier. Après, ça donne une impression de bazar parce que j'ai une toute petite surface et que pour rentabiliser cette petite surface, je serre beaucoup les tomates. C'est très différent de ce qu'on voit dans les serres modernes. Ce qui est différent, c'est le traitement de la terre. C'est-à-dire que je travaille dans la terre, ce qui fait que moi, je mets aucun produit chimique. Je mets aucun produit d'ailleurs. Bah nous non plus, on met aucun produit, ni chimique, ni produit sur nos plantes. On met rien sur nos plantes et ça marche même si on n'est pas en terre. Donc c'est pas l'exclusivité de la terre de ne pas traiter. Après, je trouve ça génial qu'ils ne traitent pas et produire en terre, pour moi, ça va toujours être une solution idéale quand on peut. Et quand on est du côté du consommateur, si on a un moyen de manger des plantes qui ont poussé en terre, voilà, dans le respect de la nature, de l'environnement, sans dépenser d'énergie, c'est évidemment l'idéal. Mais je trouve ça un peu dur de mettre justement en comparaison un petit producteur de tomates face aux grands géants industriels, sachant qu'ils ne visent pas du tout le même public. C'est là qu'il faut faire attention et essayer d'être réaliste et pas généraliser. Tout le monde n'a pas forcément accès à ce genre de produit qui est pour moi un produit de niche, qui est un produit d'extrêmement grande qualité. Quelqu'un qui vit au centre de Paris, il n'a pas forcément le temps d'aller chercher le petit producteur qui veut bien livrer Paris. Il n'a pas forcément non plus les moyens de se payer une vraie tomate ancienne parce que le prix, ça n'a rien à voir. Nous, nos vraies tomates anciennes, on les paye 4 € le kilo, encore c'est pas cher, mais à Paris, on peut les trouver à 5-6 € le kilo, alors qu'une tomate de supermarché, ça va plus être dans les 2 € le kilo. Donc, on peut mettre en parallèle les deux, mais on sait qu'aucun des deux modèles ne peut fonctionner de manière unique. On ne peut pas avoir que des tomates dégueu, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de bonnes tomates, heureusement, et qui en demandent. On peut mettre un gentil petit producteur comme ça, mais malheureusement, il ne pourra pas donner des tomates à tout le monde. Tout le monde n'aura pas accès forcément à ces tomates. Donc il faut faire attention. Évidemment, dans un monde idéal, on ne mange que du Made in France, même que du fait maison dans son potager. Mais moi, dans mon potager, je n'ai pas moyen d'avoir mon blé pour faire mon pain, mes vaches pour faire mon lait, etc. Donc il y a forcément un moment où il va falloir que je délègue cette responsabilité de production à quelqu'un. Et là, c'est mon choix de dire est-ce que je délègue la responsabilité de ma ressource tomate au supermarché ou au petit producteur. Donc si mon choix, c'est d'aller choisir le petit producteur, eh ben ça, c'est possible seulement si j'ai assez de temps pour aller faire les marchés, si j'ai la volonté d'aller m'inscrire à la ruche qui dit oui et peut-être payer un petit peu plus cher le producteur. Et là, c'est vraiment des choix de chacun. Et je pense qu'il ne faut pas mettre en contradiction les deux modes de production, sachant que pour moi, ils sont complémentaires. Je suis vraiment pour la paix et l'harmonie dans ce monde, moi, j'ai l'impression. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, mais personne, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le grand méchant, quoi. Et ici, sur les reportages de Cache Investigation, c'est le grand méchant, c'est le gros producteur. Et le tout gentil, c'est le petit producteur. Et même si moi, je suis petit producteur, je pense qu'on a besoin des deux. C'est juste que plus il y aura de demande pour des bons produits, plus les systèmes industriels vont se modifier pour être du coup améliorés et nous offrir des produits qui sont de plus en plus propres, écologiques, locaux, de saison. Voilà. Mais la demande, elle viendra que de nous. On apporte des engrais chimiques et on fait des solutions nutritives, mais c'est qu'une partie. Parce que pour l'instant, on n'a pas réussi, et je pense qu'on n'y arrivera jamais, à recréer un milieu qui est plus nutritif et plus équilibré que la terre. Alors là, je suis d'accord et pas d'accord avec lui. Bon, déjà, il dit qu'en culture hors sol, c'est des solutions nutritives chimiques, pas forcément. Il existe aussi ce qu'on appelle la bioponie ou même l'aquaponie, où on peut amener des éléments qui sont plus organiques et donc pas chimiques. Donc,
Tout comme en terre, en hydroponie, donc en hors-sol, il y a plusieurs manières de faire et on peut le faire de manière plus ou moins écologique. Dans des systèmes de culture comme ça, on peut avoir de la vie. Nous, nos systèmes, ils sont pleins de bactéries. Les racines, elles tombent, elles sont transformées par les bactéries, elles sont réassimilées par les plantes. C'est quelque chose qui est vivant. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible de faire. Ce n'est pas évidemment la majorité, mais ça existe. Et c'est dommage parce qu'ils n'en parlent pas du tout dans le reportage. Sûrement parce qu'on est des tout petits producteurs, tout silencieux. Mais je pense que c'est important de le savoir aujourd'hui parce que dans ce reportage, ils parlent du hors-sol comme quelque chose qui est terrible, alors qu'il y a plein de façons de faire le hors-sol et il y en a plein qui sont super cool. Maintenant, il dit on n'arrivera jamais avec le hors-sol à reproduire ce qui se passe en terre. Et ça, j'en suis persuadée tout autant que lui. La terre, c'est quelque chose qu'on ne connaît encore très très peu. Et même si la recherche avance, on n'arrivera jamais à reproduire la terre. Et la terre, c'est magique, c'est incroyable ce qui se passe en terre, c'est absolument fabuleux. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif du hors-sol de reproduire la terre. C'est très intéressant de l'analyser, c'est très intéressant d'essayer de copier certaines choses, mais il faut partir du principe qu'on n'y arrivera pas. Et le hors-sol, je pense qu'il a comme vocation, et là c'est vraiment, ça n'engage que moi, ce n'est que ma vision, il a pour vocation de pouvoir faire pousser des plantes là où on ne peut pas en faire pousser en terre. Dans les milieux arides, dans les milieux pollués, dans les milieux où l'eau elle est trop chère ou inaccessible. Parce qu'en hors-sol, même si on fonctionne avec de l'eau, on utilise beaucoup moins d'eau qu'en terre, parce qu'elle est en système recirculé. Si vous voulez en savoir plus, allez voir les autres vidéos de la chaîne. Et puis aussi, on peut faire du hors-sol sur des toits, donc en milieu urbain. C'est vachement intéressant pour justement s'affranchir du sol quand il n'y a pas de sol. Mais quand il y a un sol, il faut utiliser un sol. Pour moi, ça c'est le principe de base. Donc la logique du hors-sol, c'est pas forcément de remplacer la terre. Voilà. Après, c'est plusieurs approches, hein, évidemment. Moi, je ne suis pas dans une approche productiviste. C'est le moment de faire appel à un spécialiste de la nutrition des plantes. Qu'est-ce qui fait que les tomates qui sont produites aujourd'hui en hors-sol sont moins bonnes en nutriments que les tomates qui poussent dans la terre? Alors, pour moi, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire le premier d'entre eux, c'est que la plante a de l'eau en quantité, elle ne souffre jamais de sécheresse, elle va pousser extrêmement rapidement, mais absorber aussi beaucoup d'eau. Donc, incontestablement, la quantité de calcium, de magnésium, de vitamine C est diluée dans l'eau. En hors-sol, la plante serait donc trop chouchoutée. Bon, là, il blague un petit peu, hein, parce que si vraiment le secret pour avoir une bonne tomate, c'était de lui faire du stress hydrique, il n'y a rien de plus simple en hors-sol que d'appuyer sur off pour que la pompe n'amène pas l'eau. Et dans ce cas, hop, on a un stress hydrique et on a tous les nutriments qu'il faut. Donc je sais que les stress hydriques peuvent aider un petit peu, mais c'est pas non plus, on va non plus dire que parce que la plante est trop chouchoutée, qu'elle est moins chargée en nutriments. Je trouve que c'est un petit peu une hérésie. Et le fait de dire que les nutriments sont trop dilués dans l'eau, à mon avis, c'est aussi un peu une réponse facile. Je m'y connais pas assez sur le sujet, mais je vais essayer de faire appel à un spécialiste. Après tout, ils appellent leur spécialiste, à moi d'appeler mon spécialiste. Donc dans la vidéo, William, le spécialiste, nous dit que en hydroponie, en hors-sol en tout cas, la plante a de l'eau en quantité, qu'elle ne souffre jamais de sécheresse, qu'elle va pousser hyper vite et absorber beaucoup d'eau, et donc incontestablement, une grande quantité de calcium, magnésium et vitamine C sera diluée dans l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que du fait de pousser dans l'eau, ça veut dire qu'il y aura moins de nutriments parce qu'ils seront plus dilués? Non, absolument pas. C'est même assez étonnant qu'ils puissent dire ça parce que non, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Enfin, je crois pas. Ça décrit la situation en hydro. En hydro, la plante ne manque jamais d'eau. En hydro, la plante est en contact continuel avec des sels minéraux. La raison pour laquelle ce qui sort des serres commerciales est vraiment dégueulasse, c'est parce que les variétés sont mal choisies, sont pas choisies pour avoir du goût, mais aussi parce que la nourriture n'est pas adaptée. Ils dépensent pas assez d'argent pour leur nourriture, ils donnent que quelques sels de base qui permettent juste à la plante de grandir, mais qui permet pas à la plante de développer des qualités nutritionnelles. Donc c'est plutôt le manque de sels minéraux variés et complets en hydroponie qui peut créer ce problème-là. C'est absolument pas inévitable. Si on choisit une plante qui serait la même plante que ce que l'on prendrait pour mettre dans son jardin organique et qu'on la nourrit d'une manière correcte et complète, on obtiendra des résultats assez fabuleux. On a, nous, des analyses qui prouvent qu'on peut avoir 2 à 3 fois les contenus en vitamines et sels minéraux dans les plantes quand elles sont poussées en hydro. Au début du reportage, ils nous disent que les plantes en hydroponie, tout est parfait, elles n'ont pas de virus, pas de bactéries, pas d'insectes, voilà, l'atmosphère en surpression, etc. Alors pareil, hein, c'est pas parce qu'on est en hors-sol qu'on est forcément sous serre et qu'on a forcément toutes ces conditions. Nous, on est certes sous serre, mais on a des virus, on a des bactéries, on n'est pas en surpression, il y a des insectes partout, enfin, ça peut être ultra vivant. Hors-sol ne veut pas forcément dire aseptisé, ça n'a rien à voir. Il y a du hors-sol et il y a du hors-sol aseptisé et il y a du hors-sol, je sais pas moi, bordel, comme chez nous par exemple.
Donc on travaille sur la digitalisation qui permettra de savoir depuis le champ jusqu'à l'assiette, tout ce qui a été fait, et donc peut-être la quantité de vitamines qu'il y aura, la quantité de lycopène qu'il y aura dans le produit qu'il aura acheté. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est intéressant, c'est aussi quelque chose dont j'avais déjà entendu parler avant, c'est-à-dire que les industriels vont essayer de pousser la présence justement de certaines vitamines ou certains minéraux dans les légumes pour pouvoir avoir une transparence auprès du consommateur et dire voilà, cette salade, elle a plus de vitamines que celle-ci ou que celle-là. C'est une tendance et on va le voir arriver dans le futur, des sachets qui disent cette salade a 2 fois plus de magnésium. Enfin bon, comme on le voit déjà sur des paquets d'autres produits. On est allé visiter des systèmes au Japon, de l'hydroponie en indoor au Japon. D'ailleurs, je dois faire une vidéo sur le sujet bientôt, quand j'aurai le temps, quand je dormirai la nuit. Et il y avait une entreprise, carrément, elle faisait une salade médicinale qui avait une teneur inférieure en potassium, juste parce qu'ils changent des nutriments à un moment donné. C'est hyper facile de jouer avec les nutriments pour leur faire dire ce qu'on a envie de dire. Hein. Et donc, ils baissaient la teneur en potassium et du coup, ils la vendaient dans des hôpitaux. Il y avait même des médecins qui allaient pouvoir la prescrire pour les personnes qui ont des maladies de reins, qui font des dialyses, des choses comme ça. Et il faut qu'ils consomment moins de potassium, donc ils pouvaient consommer cette laitue qui allait leur sauver la vie. Enfin, pas du tout en fait, mais c'était juste un argument marketing de plus. Donc je trouvais ça drôle à quel point les industriels allaient jouer sur certaines choses pour vendre en fait encore plus. Je pense que ça arrive. Et je pense qu'il faut faire très attention, justement, être vigilant. Malheureusement, on est assez mal informé, puis c'est la chimie, donc on s'y connaît pas trop. Mais il y avait une vidéo qui avait été assez intéressante, j'essaierai de vous mettre un extrait, du Grand JD, qui fait des vidéos super, où justement c'était une boîte de cornflakes qui mettait en avant le fait qu'il avait plein de fer. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mixe les cornflakes avec de l'eau, je crois, et il met un énormément. Et en fait, en déplaçant l'aimant le long du verre, il voit qu'il y a des petites particules de fer qui viennent se coller contre l'aimant. Des céréales, bien sûr, j'ai pris des céréales complètement basiques. Là-dedans, voilà notre mixture de céréales. Bien touillée dans tous les sens. Oh putain! Et en fait, il y a juste des vraies particules de fer dans les cornflakes, sachant que ce sont des particules qui sont sur une forme qui n'est pas assimilable pour nous. Donc ça n'améliore pas du tout notre santé. Par contre, eux, ils ont le droit d'indiquer sur l'emballage qu'il y a plus de fer. Donc, en tout cas, si j'ai bien compris la vidéo du Grand JD, c'était vraiment ça, c'était un espèce de grand mensonge industriel pour pouvoir vendre un produit comme quoi il y a plus de fer, sachant qu'en fait, c'est pas un fer qui t'apporte quoi que ce soit. Donc faites attention, toujours, à ces petits arguments marketing. Pas tomber dans le piège. N'achetez jamais de produits transformés, cuisinez, n'achetez pas de produits transformés. Tout système de culture va entraîner des modifications. D'accord ? La question qui se pose, c'est est-ce que la modification nutritionnelle qu'on peut avoir quand on est sous serre, quand on est hors sol, quand on est dans telle région ou dans telle autre, est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec la santé humaine ou avec le meilleur apport en nutriments aux consommateurs ? C'est ça la vraie question. Et je sais que c'est une question qui aujourd'hui est première auprès de la filière. Je vous disais que nous ne travaillons pas sur ce sujet-là, mais c'est première au niveau de la filière. Donc ça veut dire que, Monsieur Guinard, vous n'excluez pas du tout que la culture hors sol soit une des causes de la perte de valeur nutritionnelle des tomates. Donc en fait, par rapport à ça, il y a des études qui avaient été menées. Bon, c'est des études qui datent un peu, qui sont de 1993, où justement, ça prouve, c'est sur du poivron rouge, et on prouve que ce qui a été produit en hydroponie par rapport à la culture en terre, et bien en fait, c'est plus chargé en calcium, potassium, phosphore, fer et manganèse que la culture en terre. Et pareil, il y a eu une comparaison des vitamines. Et pour la vitamine B1, B2, B3 et B6, il y avait largement plus de vitamines dans des plantes qui avaient poussé en hors-sol, donc en hydroponie, par rapport à des plantes qui avaient poussé en terre. Donc encore une fois, il faut voir le protocole, il faut voir comment ça a été comparé. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est en hors-sol que forcément, il va y avoir moins de nutriments. Donc cette étude est assez ancienne, ce serait intéressant de la refaire. Mais moi, j'avais ça sous la main, en tout cas, pour montrer qu'il y a moyen de faire du hors-sol qui soit encore plus nutritif que la terre. Même si ce n'est pas pour autant que je veux dire qu'il faille absolument faire de la culture en hors-sol par rapport à la culture en terre. Je n'exclus pas que les variétés choisies pour être utilisées aujourd'hui dans ces formats-là n'aient peut-être pas le même niveau de nutriments que celles qui sont choisies pour être en sol. Plutôt des questions de base. À en croire Ludovic Guinard, pour comprendre la perte des nutriments, il faut aussi regarder du côté des variétés de tomates utilisées. Moi, je suis d'accord. On pourrait croire que les nutriments, c'est complètement lié aux variétés. À mon avis, pas que. Mais bon, voyons ce qu'ils vont nous en dire. Mais un hybride, qu'est-ce que c'est, professeur ? Hybride se dit d'un animal ou d'un végétal résultant d'un croisement. Attention, un hybride,
Ça n'a rien à voir avec un OGM. Merci, enfin quelqu'un qui le dit. C'est génial ce reportage parce qu'il y a souvent cette confusion. Ah, hybride, transformation génétique et tout. Pas du tout. Moi, je suis le résultat d'une hybridation entre mon père et ma mère. Et mes enfants sont le résultat d'une hybridation entre une Française et un Argentin. Enfin, l'hybridation, c'est quelque chose qui est très naturel, qui se passe en permanence. C'est pas quelque chose qui est chétane, qui est le mal incarné. L'hybridation, tout va bien avec l'hybridation. All right? Des tomates qui résistent à tous les chocs. Même pas mal. Vous connaissiez les crash tests de voitures? Voici ceux des tomates. Non mais c'est trop drôle cette histoire de crash test de tomates parce que, non mais c'est vrai, c'est tellement dur les tomates de supermarché, je comprends pas comment quelqu'un peut les manger. Ma grand-mère, elle mange des tomates de supermarché toute l'année, toujours pour sa rituelle salade de tomates. Mais c'est pas bon. Mais arrêtez de manger ça, c'est hyper dur, ça a aucun goût, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de chair, il n'y a rien. Dans les années 80, ces tomates de laboratoire envahissent le marché. Et là, sur les images, vous voyez très bien que ces tomates, en plus d'être dures, la plupart, si vous regardez bien les images, elles sont encore jaunes. Parce qu'il y a aussi quelque chose dont il ne parle pas dans le reportage, mais la teneur en nutriments va aussi dépendre au moment où on le récolte. Si on ne le récolte pas mûr, elle n'aura pas eu le temps d'avoir tout transformé, d'avoir fait tous ces sucres. C'est le soleil qui fait tout ça. Et donc forcément, si c'est récolté jaune, bon, bah, ça ne va pas vraiment mûrir, ça va mûrir dans ses caisses, mais ça ne va pas aussi bien mûrir que si ça avait été laissé sur le plan. Mais il reste un problème que personne ne parvient à résoudre. La tomate s'abîme vite. Alors c'est clair que nous, nos tomates anciennes, elles s'abîment ultra vite. Ici, on travaille sur des variétés anciennes et on les récolte mûres. On a beau les livrer le jour de la récolte, une semaine après, ça ne sert à rien. Une semaine après, elle est molle, elle est plus vendable. Il faut la manger dans les jours qui ont suivi sa récolte parce qu'on les récolte au dernier moment parce que justement, c'est là où elles sont les meilleures. D'un côté, un fruit hybride et sa plastique impeccable. De l'autre, une tomate paysanne qui n'a pas subi d'hybridation avec sa robe tachetée de jaune. Alors, une tomate paysanne qui n'a pas subi d'hybridation, on va dire qu'il n'a pas subi d'hybridation forcée et stabilisée. Elle a forcément subi une hybridation. Ici, mes tomates, elles s'hybrident malgré moi. Elles ne se stabilisent pas, parce qu'en fait, il faut faire plusieurs hybridations consécutives pour qu'elles puissent se stabiliser. Mes bourdons, mes abeilles, tous les insectes qui rentrent dans la serre, ils ne choisissent pas, ah bah tiens, je vais rester sur la variété grosse italienne ou sur la green zebra. Ils vont d'une variété à l'autre. Donc forcément, l'année suivante, il peut y avoir des petites modifications. Donc une tomate paysanne, il ne faut pas dire qu'il n'a pas subi d'hybridation. C'est ridicule. C'est encore mettre l'hybridation comme si c'était quelque chose de mal. On va dire qu'elle n'a pas subi d'hybridation de la part des industriels, on peut le dire comme ça. Après, le sujet de l'hybridation, les F1, tout ça, c'est un sujet à part entière. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux essayer d'aller interviewer quelqu'un, un spécialiste du sujet, et faire une petite vidéo dessus sur YouTube. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. C'est un sujet vachement intéressant. Mais ça vaut toute une vidéo parce que c'est compliqué, mais c'est passionnant. Il faut faire des choix, c'est dur. Pour le goût, on repassera. Et les nutriments, alors? Ce que nous cherchons avant tout, c'est qu'elles aient une belle couleur, de la fermeté et du goût. On ne regarde pas les nutriments. Ce n'est pas un enjeu économique pour nous. Alors ça, pour moi, ça résume tout le reportage. Ils veulent une belle couleur, qu'elle soit ferme, qu'elles aient du goût. Les nutriments, et il le dit très bien, ce n'est pas un enjeu économique pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande. Les mecs, c'est des businessmen, c'est normal, c'est leur business. Enfin, j'ai du mal à les critiquer quelque part, parce qu'eux, ils sont là pour répondre à une demande. S'il n'y a pas de demande pour une plante qui a des nutriments, eh bien, ils ne vont pas faire une plante qui a des nutriments. Il y a une demande de la part des supermarchés, des chaînes de distribution pour des plantes qui sont calibrées. Il y a une demande de la part des gens pour des plantes qui tiennent longtemps dans le temps ou qui ont une belle couleur. Il n'y a pas de demande pour une plante qui a des nutriments. Donc eux, même si ça paraît évident pour nous qu'elle est pleine de nutriments parce qu'on est mal informés, bah, eux, ils n'ont aucun complexe à mettre de côté les nutriments pour offrir un produit qui répond aux besoins, à la demande du consommateur. Donc c'est juste ça, c'est leur bise, c'est de faire quelque chose qui répond à une demande. S'il n'y a pas de demande pour les nutriments, ils ne vont pas faire une plante avec des nutriments. Ça ne fait pas d'eux des gens méchants, je trouve. Vous êtes un des très hauts responsables de l'Imagrin, qui est un des leaders mondiaux du marché de la semence. Est-ce que vous avez mesuré les nutriments dans vos tomates ?
C'est important la question que vous posez parce que il faut regarder c'est quoi qu'est-ce qui fait la qualité nutritionnelle d'une tomate ou la composition sur les éléments que vous avez mis. Ce sont essentiellement les conditions de culture, beaucoup plus que la variété. Ok, donc le producteur de semences dit que c'est beaucoup plus la faute du hors-sol, que les tomates ne sont pas nutritives, plutôt que la faute de la semence elle-même. Évidemment, le semencier dit que c'est le hors-sol, le mec qui fait du hors-sol dit que c'est le semencier. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas vraiment le mec qui fait du hors-sol, c'est pas vraiment le semencier. Le résultat logique du fait qu'elle soit pas nutritive, c'est qu'en effet, elle n'est pas récoltée au bon moment, c'est pas la bonne variété, le mode de production que eux font, et non pas la famille hors-sol, mais le hors-sol qui est fait tel qu'il est fait, avec pas forcément la bonne nutrition, une tomate qui est récoltée non mûre, etc. C'est un combo qui fait que c'est pas nutritif. Et pour moi, les responsables, c'est les consommateurs qui s'en foutent, qui continuent à acheter des tomates qui sont ultra solides, qui n'ont aucun goût. Et donc, tant qu'il n'y a pas un espèce de grand mouvement collectif où on arrête d'acheter ces tomates-là et on est prêt à faire l'effort de ne pas manger de tomates entre novembre et juillet, eh ben, ils vont continuer à les produire comme ça. Enfin, pour moi, cette vidéo, elle ne va pas faire un scandale au point qu'ils vont changer leur méthode de production. La seule chose bien qui pourrait sortir de cette vidéo, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui arrêtent de les acheter et qui aillent plus sur les marchés, qui aillent plus chercher le petit producteur qui passe par des AMAP et qui ne mangent des tomates qu'en saison. Et puis c'est merveilleux de manger des tomates juste en saison. Et si vous voulez de la ratatouille en hiver, eh ben, vous la mettez en bocaux et vous la conservez, tout simplement. Donc je ne vais pas prendre parti, dire c'est le hors-sol ou c'est le semencier. Honnêtement, c'est surtout nous les responsables. Mais je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, donc ça va finir par rentrer. C'est une étude publiée par le professeur Klee de l'Université de Floride qui montre que dans la tomate, presque tous les composés importants du goût sont dérivés de nutriments essentiels. Si vous mangez une tomate qui a bon goût, on peut en déduire qu'elle a une bonne teneur en nutriments. Il y a un lien entre le goût et les nutriments. Donc si je comprends bien, ça veut dire que si les tomates ont du goût, ça veut dire qu'elles ont des nutriments. Et voilà. Parfait. Moi, ça me va. Parce que les tomates qu'on produit ici, elles sont ultra bonnes. Ça veut dire donc qu'elles ont des nutriments. Parce que, alors forcément, moi je vous dis, elles sont ultra bonnes, vous n'allez pas me croire. Je peux aussi vous dire qu'on ne les vend qu'à des chefs gastronomiques, des étoilés Michelin, et que donc ils ne les achèteraient pas si elles avaient un goût d'eau. Vous ne me croirez pas forcément parce que je sais par expérience qu'il faut que vous veniez ici, que vous la mettiez dans votre bouche et qu'elle fonde, et que vous sentiez le sucre et le soleil et le gers pour que vous puissiez dire « Ah, c'est vrai, c'est vachement bon ». Et malheureusement, vous n'avez pas tous la possibilité de venir ici. Venez faire des visites guidées, venez faire des formations, allez voir notre site web si ça vous intéresse. Et pour réussir à vous convaincre, ce que je vais essayer de faire, suite à ce reportage, ça nous a vraiment convaincus qu'il fallait faire, que c'était important. Je vais essayer de trouver les financements pour faire un vrai test, comme ils l'ont fait, de nutriments sur nos tomates. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut se faire, on va attendre qu'elle mûrisse déjà, mais je vais essayer cet été de faire une petite vidéo ou alors le faire en story Instagram où justement on récolte une tomate, peut-être avec un huissier, avec des experts, on l'envoie dans un laboratoire et on fait les tests sur les éléments eux qu'ils ont comparés et on essaie de voir si vraiment nos tomates, qui sont donc en hors-sol, sont nutritives ou pas. Et dans ce cas, on pourra peut-être dire que notre façon de faire du hors-sol, il fonctionne mieux que l'autre façon de faire du hors-sol. J'ai aucun doute là-dessus, c'est pour ça que j'ai pas du tout peur de faire une vidéo là-dessus, parce qu'elles sont super bonnes et comme ils affirment que c'est relié, et ben voilà, pour moi, je suis rassurée, c'est bon. Le hors-sol peut être nutritif. C'était la conclusion de cette vidéo. C'est QFD. Sur cette vidéo, pas trop longue je l'espère, on va voir au montage. Je vous souhaite une belle fin de journée, régalez-vous, profitez des légumes de saison, vous allez voir que la première année c'est dur, mais qu'au final c'est un bonheur d'attendre sa première courgette, d'attendre sa première fraise, comme on attend ses premières asperges et ses premières cerises. Attendez vos premières tomates et vous allez voir, c'est magique. Je suis comme ça parce que j'attends encore. Pour moi, on est fin juin, j'en ai toujours pas mangé, j'en peux plus. Mais bon, en attendant, je mange de la sauce tomate, c'est très bien aussi. Si vous voulez en savoir plus sur l'hydroponie et les autres manières de faire du hors-sol, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Il y en a qui sont cool. Ciao, à la prochaine.